Il est 10 heures. Il s'apprête à nettoyer les allées de ce petit cimetière militaire lorsqu'il aperçoit au loin une forme étrange, sous un tas de branchages. En s'approchant, il est pris de panique. Un cadavre, recroquevillé en position fétale. Totalement affolé, le jardinier court prévenir les autorités. Les gendarmes sécurisent aussitôt le périmètre et effectuent les premières constatations. Il s'agit d'un homme d'une trentaine d'années, mais pour le moment, impossible de connaître son identité. Les services de gendarmerie vont effectivement constater un corps dénudé, en sous-vêtements, en état de décomposition avancée, et on ne peut pas, je dirais à ce stade, identifier la victime, puisqu'il n'y a aucun papier d'identité, il n'y a rien qui puisse l'identifier formellement. À côté du corps, un bleu de travail posé négligemment. Pourquoi l'homme est-il à moitié nu? Dans la tête des gendarmes, les questions s'enchaînent. S'agit-il d'un suicide, d'un accident ou d'un meurtre? Les enquêteurs penchent plutôt pour cette troisième hypothèse, car le cadavre était couvert de branches, comme si quelqu'un avait voulu le cacher. L'enquête s'annonce complexe, mais pour le moment, une énigme. Qui est cet homme? Les gendarmes n'ont aucun indice. C'est très compliqué parce que vous avez un corps qui n'est pas identifié dans un endroit neutre. Ce n'est pas une maison, ce n'est pas une voiture, parce qu'on peut remonter après les pistes beaucoup plus rapidement lorsqu'on trouve un corps dans ces situations. Là, ce n'était pas le cas. À peine 2 jours plus tard, coup de chance. Un article dans la presse locale diffuse la nouvelle et une femme appelle les gendarmes. Elle pense connaître l'homme qui est décédé. À la lecture d'un article paru dans La Voix du Nord, elle fait un rapprochement entre le corps qui a été découvert et son ami, Frédéric Butanovitch, dont elle n'a plus de nouvelles depuis quelques semaines, et elle se rend spontanément au service de gendarmerie. La jeune femme explique aux enquêteurs que son ami, Frédéric Butanovitch, n'a plus donné signe de vie depuis plus d'1 mois. Elle est persuadée qu'il lui est arrivé quelque chose. Pour savoir si son ami est bien l'homme qui a été retrouvé mort, elle livre aux enquêteurs un détail important. Frédéric a un tatouage représentant le chiffre 53 sur le bras droit. Ce tatouage, ce chiffre 53, correspond à la date de naissance de la maman de Frédéric. Sur le bras droit du cadavre, sous la peau putréfiée, les légistes ont effectivement remarqué un tatouage. Mais il est pour le moment illisible. Les experts plongent alors le morceau de peau dans une solution chimique et la magie opère. Le nombre 53 apparaît. On présente le corps, effectivement, elle identifie ce tatouage comme étant, comme appartenant à Frédéric. Et à partir de ce moment-là, l'identification sera confirmée par les éléments dentaires dont disposait le médecin légiste. Le 12 décembre 2011, 1 mois presque jour pour jour après la découverte du corps, le cadavre a enfin un nom. Frédéric Butanovitch. Âgé de 35 ans, ce célibataire sans histoire était chauffeur routier. Les gendarmes préviennent aussitôt ses proches. Sa mère n'est plus de ce monde, elle est décédée alors qu'il était tout jeune. Ses sœurs Karine et Aline, ainsi que son père Ghislain, sont sous le choc. J'arrive pas à le croire. Je me dis, c'est pas possible, enfin, c'est des choses qui arrivent aux autres. C'est pas moi, pas moi, pas mon frère, quoi. C'est le vide, en fait, complet. Je suis au travail, c'est ma soeur qui m'envoie un message, qui me dit qu'il y a un problème avec Frédéric, il faut que je rentre tout de suite. Donc je cherche pas à comprendre, je rentre. Et j'arrive chez moi, on me dit que mon frère a été assassiné. Voilà. On réalise pas. Hein. Non, on a du mal à réaliser, même à l'heure actuelle. Hein. Ça fait plus de 4 ans, on ne réalise pas. Alors qu'a-t-il pu bien arriver à Frédéric? Pourquoi est-il mort? Pour les proches, c'est l'incompréhension. Et pour les gendarmes, un véritable casse-tête. L'autopsie pratiquée à l'Institut médico-légal de Lille n'apporte pas d'informations. Aucune plaie sur le corps. Aucun élément permettant d'expliquer ce décès. Il n'est pas mort par arme à feu, il n'est pas mort par arme blanche. On ignore la façon dont il est mort. Mais quelques semaines plus tard,
des analyses toxicologiques vont tout de même révéler une information cruciale. Dans le sang de Frédéric, les experts de la gendarmerie retrouvent la trace de 2 médicaments, le fentanyl et le zolpidem, un somnifère et un antidouleur très puissants, surtout très dangereux lorsqu'ils sont associés. Dans un des muscles, on va retrouver 2 molécules dont on sait que combinées l'une à l'autre, elles entraînent un arrêt respiratoire et cardiaque. Alors ce cocktail médicamenteux est-il responsable de la mort de Frédéric? C'est pour le moment la seule explication. Les gendarmes se demandent comment ces 2 produits ont pu se retrouver dans son corps. Frédéric se serait-il suicidé? Était-il dépressif? Au moment de sa mort, il vivait dans son camion sur les routes, toujours entre 2 livraisons. Mais le scénario du suicide est peu probable, car ses proches le décrivent comme un homme joyeux. Oh, il était souriant, à bout en train. Il était toujours là pour faire rigoler. Non, c'était vraiment quelqu'un de souriant. Jamais eu de problème dans sa jeunesse avec lui, quoi que ce soit. Hein. Il était tranquille comme gamin. Très vite, les proches de Frédéric pointent du doigt un personnage central dans la vie du chauffeur routier. Son ex-femme, Véronique. Frédéric était divorcé depuis 7 ans, mais il était toujours en lien avec cette femme séduisante et elle avait une grosse influence sur lui. Entre eux, les enquêteurs découvrent que la relation était assez trouble. À cause de Véronique, Frédéric s'était même brouillé avec sa famille et s'était peu à peu isolé. Il a commencé à changer directement hein, pour partir dans cette espèce d'aventure. Je pense qu'en fait, elle l'a un peu comme une araignée, quoi. Elle l'a mis dans sa toile, elle l'a complètement refermé. Alors Véronique sait-elle quelque chose sur la mort de Frédéric? Les enquêteurs l'auditionnent, mais elle n'a aucune information à leur donner. Pourtant, les gendarmes s'interrogent et ils suspectent très vite Véronique. Serait-elle responsable de la mort de Frédéric? Est-ce un assassinat? Pour en savoir plus, ils passent en revue la vie de l'ex-couple. Leur histoire commence 10 ans plus tôt. Frédéric rencontre Véronique alors qu'il travaille comme adjoint de sécurité au commissariat de Douai. Et entre eux, c'est immédiatement le coup de foudre. Véronique Lardet vient déposer plainte parce qu'on lui a dégradé, griffé sa voiture. Et Frédéric Butanovic tombe sous le charme de cette jeune femme, qui est une jeune femme jolie, apprêtée, avenante. L'attraction de Véronique Lardet fut très forte. Parce que Frédéric Butanovic va quasiment tout quitter, va prendre des décisions importantes dans sa vie pour vivre une histoire d'amour avec Véronique Lardet. À l'époque, Véronique Lardet a 30 ans. Elle ne travaille pas, mais semble avoir pas mal d'argent de côté. Elle a déjà 3 enfants, ce qui n'effraie pas Frédéric. Le couple se met en ménage très rapidement. Il se marie moins d'1 an plus tard à la mairie de Brébières, près d'Arras dans le Nord, dans le village natal de Frédéric. Et c'est le bonheur parfait. Au début, tout allait, c'était tout beau, tout rose. Elle avait de superbes voitures. Elle a acheté une Harley et pour lui, c'était tout... C'était parfait, quoi. Et il y avait les yeux qui brillaient, quoi, quand tu la regardais. Très amoureux, Frédéric se jette corps et âme dans cette relation. Il partage tout avec sa femme. Il se lance même avec elle dans un grand projet. Ensemble, ils reprennent un petit commerce dans les environs. Le couple va avoir comme projet d'acquérir un café-tabac à Vitry, en Artois, donc pas très loin de là où habitait Frédéric. Mais problème, les 2 tourtereaux n'ont pas les moyens d'acquérir ce bar-tabac. Ils doivent faire un prêt bancaire. Ils ont besoin de quelqu'un pour se porter caution. Frédéric demande alors à son père, Ghislain, mais celui-ci refuse et la situation dégénère. Bon, moi j'ai dit non, c'est pas possible. Je pouvais pas me permettre de faire ça vis-à-vis des autres enfants, quoi que ce soit. Je peux pas m'engager sur une personne. Et après, voilà, ça s'est vraiment cassé, quoi.
Voilà. Finalement, Véronique obtient son prêt en vendant une petite résidence secondaire. Frédéric, lui, reprend le bistrot, mais il garde une profonde rancœur à l'égard de sa famille. Il a coupé les ponts, mais nous, avec ma sœur, on le voyait encore parce que le café était dans la même ville où on avait notre collège. Et donc on y passait, on le voyait, mon frère qui était tout le temps là au café. J'allais même lui déposer son courrier qui arrivait parfois chez mes parents. Et il me parlait pas. Il me souriait pas, il me proposait pas quelque chose à boire. Donc je repartais, c'est tout. Frédéric se consacre alors entièrement à son tabac. Mais très vite, les affaires tournent mal. Cambriolage, incendie, les problèmes s'accumulent. Frédéric et Véronique doivent déposer le bilan. Et c'est l'engrenage. Il y a eu des problèmes financiers. Et puis Frédéric Butanovitch s'est séparé de Madame Lardet, de Véronique Lardet, et a pris le métier de camionneur. Sur les routes, Frédéric accuse le coup, mais il n'arrive pas à tourner la page. Même s'il est séparé de Véronique, il pense toujours à elle. Et il ne se résout pas à couper les ponts. Il y avait une relation très ambiguë parce que il restait constamment en relation, téléphonique, SMS. C'est un homme amoureux. Mais surprise, les enquêteurs découvrent que la relation entre les deux ex-époux ne se cantonne pas à des appels téléphoniques. Frédéric rend souvent visite à Véronique et à ses 3 enfants. Plus surprenant encore, il lui reverse l'intégralité de son salaire pour payer le loyer de leur ancien appartement qu'elle occupe toujours.